Jeanne Klein, Dominique Oudard, bonjour, merci d'être avec nous pour Castelet. C'est une chaîne d'entretien qui s'intéresse à celles et ceux qui font vivre les arts de la marionnette. Est-ce que vous pouvez vous présenter comme vous voulez? Alors, je vais nous présenter, puisque la première compagnie, c'était moi tout seul, et que Jeanne est venue nous rejoindre assez rapidement, puisque ça date de 68-69. Bon, alors j'ai créé la compagnie après avoir été assistant de Jean-Marie Serrault, après avoir suivi l'enseignement de Jacques Lecoq, qui a eu beaucoup d'importance pour moi, et le hasard a fait que j'ai eu l'occasion de monter Andromaque à la demande d'un comédien dont vous vous souvenez peut-être plus, mais qui est Jean Davy, ancien secrétaire de la Comédie Française, qui avait sa compagnie et le hasard a fait qu'il m'a confié la mise en scène d'Andromaque pour sa compagnie, pour des tournées. Et il m'a envoyé une charmante et jeune comédienne. À l'époque, c'était en 68. Et donc, voilà comment j'ai rencontré Jeanne. Et elle a joué Andromaque. Et puis, on a continué à travailler ensemble. Voilà les débuts. Alors, ce que je sais le mieux, c'est mon commencement, disait Petit Pierre dans Les Plaideurs, si je ne m'abuse, de Jean Racine. Et voilà, on a continué ensemble, mais la marionnette nous a petit à petit pris. Alors, la marionnette, c'était d'abord une rencontre avec la famille Védrenne, qui étaient des marionnettistes importants parce qu'ils ont fait la transition entre le cabaret et la marionnette qui se joue à l'extérieur, dans les écoles, ailleurs. Bon. Et donc j'avais un festival dans l'île Saint-Louis et j'ai invité la compagnie Védrenne pour les spectacles pour enfants. Et ils m'ont demandé de venir faire quelques remplacements chez eux. Et j'ai pris goût personnellement à la marionnette. J'ai même découvert ce monde. Chez Lecoq, on ne faisait pas de marionnette, mais on avait un peu le sens de ça, puisqu'on utilisait le masque italien, le masque de la Commedia dell'arte. Et je me suis rendu compte qu'un masque projeté au bout du bras, ça devient une marionnette. Et que ça crée une distance. À l'époque, Brecht avait beaucoup d'importance chez tous les gens de théâtre. Et donc, la distanciation de la marionnette me semblait importante. Petit à petit, ça a pris encore un autre sens, mais petit à petit. C'est-à-dire que la découverte de la marionnette est un monde sans fin et sans fond. On n'arrête pas de découvrir la marionnette. Alors moi, je l'ai découverte d'abord dans des spectacles pour enfants, mais que j'ai refusé de faire très systématiquement depuis le début. Et avec Jeanne, on n'a jamais joué pour enfants, on a toujours joué en direction des adultes, avec un répertoire varié, c'est-à-dire théâtre classique, théâtre contemporain, opéra, car on a monté plusieurs opéras. Et donc, voilà, notre carrière s'est faite comme ça, avec beaucoup de voyages, parce que il se trouve que l'action artistique, l'AFA, comme on l'appelait à l'époque, maintenant ça porte un autre nom, nous a beaucoup renvoyés autour du monde, et donc on n'a pas arrêté de tourner pendant 50 ans. Voilà ce que je peux dire en préambule. Et tu as quelque chose à ajouter de ton point de vue? C'est-à-dire que Dominique vient de parler de son chemin. Le mien n'était pas du tout proche du sien. Moi, j'ai d'abord été danseuse. Ensuite, j'étais comédienne. J'étais à la Rue Blanche.
j'étais au Conservatoire de Paris, où on avait une certaine tendance à dévaloriser la marionnette, c'est-à-dire que on disait des élèves de chez Lecoq qu'ils étaient formidables avec leur corps, mais qu'ils ne pouvaient pas dire un mot, et qu'on disait des marionnettistes qu'ils étaient bons à rien, parce que c'est vrai qu'à l'époque, le peu de fois où je suis allée voir en tant que comédienne des spectacles de marionnettes, tout le côté textuel était d'abord uniquement dans le comique le plus gras. Je n'ai pas eu la chance de voir dans les cabarets Philippe Joly ou les grands marionnettistes de l'époque. Yves Joly. Oui, Yves Joly. Donc, je n'avais de la marionnette qu'une vision tout à fait dépréciative. Et d'ailleurs, c'est confirmé depuis longtemps par le milieu des acteurs que je fréquentais, puisque j'étais stagiaire à la Comédie Française. On m'a dit un jour, quelque temps après que nous ayons commencé avec Dominique, « Ah, tu as changé de métier ». C'est-à-dire que d'être devenu, pas vraiment marionnettiste, mais je donnais la voix à la marionnette, c'était pour eux vraiment dévalorisant. Et je leur renvoyais l'appareil parce que la plupart sont devenus post-synchronisateurs, c'est-à-dire qu'ils ont donné la voix aux sous-titres, aux personnages de cinéma. Moi, je trouvais plus intéressant parce qu'un personnage de cinéma à qui on donne la voix, on est au service d'eux. Tandis que j'ai toujours pratiqué, moi, la marionnette, contrairement à ce que dit Claudel, en appelant la marionnette la parole qui agit, j'ai toujours pensé que c'était la matière qui agissait et qui donnait la parole. Pour moi, au début, était le verbe. Selon Vitesse, c'est le verbe à condition que ce soit le verbe à l'intérieur d'une phrase. C'est-à-dire que quand vous dites une phrase, c'est le verbe qui vous donne l'action. Et c'est ça qui m'a toujours guidée pour donner la voix à la marionnette. C'est pour ça que je n'ai jamais aimé manipuler en parlant, parce que l'implication physique de la manipulation vous induit dans une voie qui peut être une voie difficile, douloureuse, parce que la marionnette, on en a eu qui pesait 5-6 kilos. Or, le personnage n'a pas à s'exprimer avec ce poids-là dans la voix. Donc, j'ai préféré la vision de loin, c'est-à-dire d'être un peu comme un arbitre de tennis, d'avoir le spectacle, le manipulateur qui rentre, et il n'entre pas avec la même dynamique tous les jours, selon l'état, le milieu, l'hygrométrie, tout change. Et j'attendais le dernier moment parce que à l'apparition de l'objet, vous avez la réaction du public. Et je devais attendre ça, et seulement après j'intervenais. Pour moi, cette triangulation est primordiale et j'ai appris ça par la marionnette. C'est pour ça que j'ai choisi d'être, on peut dire, chanteuse d'émotion, ou je ne sais pas, j'ai ressenti ça, mais au théâtre japonais, c'est beaucoup comme ça. On a joué d'ailleurs au théâtre No à Tokyo. J'ai été agréée par les grands maîtres. Jamais une femme n'était montée sur un plateau comme ça. Et ça, c'est encore une situation qui me plaît énormément. J'aime pas du tout, je ne veux pas manipuler, parce que j'ai l'impression de manipuler le personnage, son caractère, je ne veux pas, dans la voix, qu'on entende, qu'on manipule quelqu'un. On est au service de quelqu'un. Voilà. Donc j'ai rejoint Dominique, comme il vous l'a dit, et j'ai assumé souvent la voix des marionnettes. Et est-ce que pour vous, la marionnette, mais j'ai lu sur votre site qu'il y avait écrit théâtre de figure, peut-être vous avez envie de parler de ça? Oui.
Bon, tout simplement parce que le mot marionnette m'horripile un peu. C'est la petite Marie, il y a un côté religieux d'abord, un côté réducteur ensuite. Nous, on ne travaille pas forcément en petit, et pour les petits, non mais c'est même pas pour jouer avec les mots, on travaille pour tout le monde et on essaie de donner des signes forts. Alors la marionnette est un signe, de même que la marionnette japonaise, qui a beaucoup influencé notre travail, est importante. Bon, alors, le bunraku, moi je l'ai découvert en 68, juste avant les événements, chez Jean-Louis Barrault, au théâtre à l'Odéon. Avant d'occuper l'Odéon, je me suis occupé à voir le bunraku. Ça a été tout d'un coup une révélation. Et avec la chance que j'ai eue en rencontrant Jeanne, c'est justement quelqu'un qui sait utiliser la parole. Comme dans le bunraku, il y a des grands spécialistes de ça. Alors, ouf, c'était possible pour nous de manipuler correctement en ne faisant que cela et d'établir cette triangulation où c'est le spectateur qui fait l'alchimie finale, c'est-à-dire recevoir la parole, recevoir la matière et l'objet, et le résultat de la manipulation, pour recevoir le spectacle et le signe qui est donné par l'ensemble de la compagnie qui est un peu éclaté dans l'espace. Voilà toute la marionnette que nous avons rêvée. Alors que ce soit en utilisant la technique du théâtre noir ou la technique directement du bunraku. D'ailleurs, nous avons directement plongé dans le bunraku avec l'otome bunraku, qui est une sorte de bunraku qui n'est pas celui d'Osaka, mais qui est un bunraku pour les femmes. Otome, ça veut dire femme. Et le bunraku otome, c'est un bunraku où la marionnette a une taille assez importante. Elle fait plutôt 1,20 m ou 30 de haut. Et la tête est raccordée à la tête du manipulateur. Elle est plantée dans un baudrier, la marionnette, le corps. Et les pieds sont accrochés aux genoux du manipulateur. Et on tient les bras avec des systèmes qui permettent de manipuler les phalanges. C'est extraordinaire. Et je vais même vous faire une confidence, c'est un autre soi-même. On a monté le combat de Tancred et Chlorinde de Monteverdi. Et moi j'avais un attachement profond et viscéral à la marionnette, au point que j'ai dit, mais ça a été contredit par les événements, que j'aimerais être enterré avec. Mais elle est enterrée maintenant à la Bibliothèque nationale, ce qui est le plus bel enterrement qui soit, parce que ça va nous survivre. Alors qu'au fond du trou, non. Voilà. Et est-ce que la réflexion du théâtre de figure, c'est quelque chose que vous portiez, vous, entre vous, avec un milieu, avec des gens autour, toute cette réflexion? Alors, théâtre de figure, moi j'ai essayé de le proposer, pour ne pas dire l'imposer, parce que figura, ça veut dire la représentation en latin, parce que en Italie, on a accepté le teatro di figura. Figurentheater existe en Allemagne ou en Hollande, et pour les Français, la figure, c'est ça. Alors, bon, c'est quand même pas que ça. Le théâtre de figure vaut mieux que le théâtre de marionnette, qui est très réducteur. Et alors, je sors d'un colloque autour de Claudel, et justement, c'était un petit peu là que Claudel n'a pas bien compris les choses, quand il a écrit la pièce L'ours et la lune, que j'ai montée en son temps, et qui est une pièce pour marionnette, mais pour marionnette représentant une chambre d'enfant.
Claudel, plus tard, a découvert le bunraku, et à ce moment-là, il n'a plus rien écrit pour marionnettes. Mais à mon avis, il devrait être le nouveau Shikamatsu pour les marionnettes, parce que une pièce comme le soulier de satin, par exemple, jouée en bunraku serait extraordinaire. Le soulier de satin aussi. Oui, et puis le livre de Christophe Colomb, enfin, toutes les grandes épopées de Claudel. Je ne parle pas des trucs un peu bourgeois, genre l'otage ou le peinture, mais tout ce qui raconte le monde, à ce moment-là, la marionnette pourrait jouer un rôle. Il a découvert le Japon trop tard, et nous, moi je l'ai découvert à temps. Enfin, mais trop tard pour l'époque où je jouais l'ours et la lune. À ce moment-là, je sortais de chez Lecoq. Le corps humain devait représenter les choses, et j'ai fait jouer mes comédiens comme des marionnettes. J'ai fait du Craig sans le savoir. Ma question, c'était la réflexion que là tu portes et que vous portez sur la marionnette en général, cette histoire de triangulation. Est-ce que c'était quelque chose de partagé avec les autres acteurs de la marionnette ou du théâtre en général? Ou alors est-ce que c'est plus spécifique à vous deux ou à certaines personnes? C'est plus spécifique à la trajectoire de notre compagnie, parce qu'on avait l'impression d'être un peu tout seul dans notre cas. Alors, je ne dis pas on est au-dessus non, on est à côté de la mêlée, c'est-à-dire que notre recherche n'avait rien à voir avec la recherche générale. Voilà pourquoi, au moment où je me suis retrouvé à la tête de Théma, j'ai lancé l'idée de chercher les fondamentaux de la marionnette, parce que c'est là-dessus qu'on peut s'accorder. Les fondamentaux, je ne sais pas encore bien ce qu'ils sont, mais je crois que c'est Kleist qui les a bien sentis, c'est-à-dire la suspension dans l'espace, cette possibilité d'incarner une pensée plus qu'un personnage, et que c'est une figure et pas une représentation. C'est Craig, ça. C'est Gordon Craig. C'est plutôt Gordon Craig qui cherchait la super marionnette avec des comédiens. Les opérateurs. Oui. Nous avons été un petit peu mis à l'écart ou considérés comme à part par la profession, parce que on a été juste à cette jonction où le marionnettiste faisait tout lui-même. Il écrivait les textes, il disait les textes, il manipulait, il fabriquait, il chantait, il gratouillait quelque chose. Voilà. Et nous, on est arrivés avec l'envie, puisqu'on avait des formations différentes, de choisir le meilleur dans sa spécialité. C'est-à-dire, plutôt que de bricoler des marionnettes, nous avons d'abord mis la main à la pâte, parce que moi j'ai toujours considéré qu'il faut avoir touché la matière pour lui donner la voix. J'ai regretté le moment où on produisait tellement, on nous demandait tellement de tournées qu'il fallait produire des spectacles à tout va. Et là on s'est mis à ce que ça nous échappe complètement. Je devais donner la voix des marionnettes auxquelles je vais... Alors, avant de travailler la voix que j'allais lui donner, lui servir, j'avais besoin de les toucher. D'ailleurs, quand j'ai fait des stages à Charleville, j'ai beaucoup travaillé avec la matière. Et nous étions considérés à part, sauf quelqu'un qui ne travaillait pas du tout comme nous, c'est Alain Recoin, qui disait que être marionnettiste, c'est être acteur plus. Mais il travaillait en Castelet. Moi, j'avais une formation de danseuse. Donc, pour la manipulation, c'était assez intéressant. Mais je me suis rendu compte que donner la voix, comme je vous l'ai dit, ça n'allait pas. Et la marionnette que nous voulions, avec Recoin, imposer comme
enseignement au conservatoire, ça ne s'est jamais fait. Il y a eu quelques stages de son époque. Je ne comprends pas que l'un de ses fils, qui est très proche, qui est universitaire, n'ait pas tenté la chose. Parce que de m'approcher de la marionnette, j'avais une voix qui avait été travaillée par le conservatoire, puisque j'étais au conservatoire à une époque où il y avait la classe de tragédie. Donc j'étais considérée comme tragédienne parce que j'avais une voix grave. Donc j'ai concouru en tragédie. Mais cette voix était une espèce de gang dans laquelle j'étais enfermée. Et les matériaux marionnettiques m'ont aidé à trouver d'autres voix. Alors d'une voix de comédienne normale, avec une étendue restreinte, je me suis mise à donner la voix à des matériaux fluides, transparents, avec des dynamiques différentes, et ma voix, tout d'un coup, j'ai trouvé toute ma tessiture, de la terre au ciel, par la marionnette. Et j'ai acquis, par la marionnette, grâce à la marionnette, une voix que les Japonais ne comprenaient pas, qu'une femme puisse porter une voix qui vienne de la terre et qui aille jusqu'au ciel. Et c'est ça que j'ai voulu enseigner aux élèves qui n'ont pas très bien compris. Maintenant, je rencontre des élèves qui ont 50 ans qui me disent « Ah, Jeanne, j'ai compris ». J'en ai rencontré un à la Chartreuse il n'y a pas longtemps, qui s'est mis à faire le travail que je leur faisais faire. Quand j'étais du jury, puisqu'on a été les premiers professeurs à l'école de Charleville, je faisais des exercices dont Margareta Nicolescu me disait « Ma Jeanne, qu'est-ce que vous voulez leur faire jouer? C'est quoi ça? Ces sonorités qui ne veulent rien dire. » Par exemple, c'est très important, je demandais aux postulants à l'école de traverser le plateau de cour à jardin avec un récipient transparent plein d'eau. Une première fois, avec le récipient, en gardant en mémoire la mémoire de l'eau, des mouvements de l'eau, d'aller à l'autre bout, de poser le récipient et de refaire le même chemin, mais vocalement, en ayant assimilé, intégré les différents mouvements, la masse d'eau, comment elle se déplaçait. J'ai demandé aux élèves de mettre un objet par terre, de le pousser avec le pied et d'essayer de comprendre la sonorité de l'objet, non pas la sonorité matérielle, mais du déplacement. J'ai demandé qu'ils s'allongent au sol et qu'ils trouvent leur son initial qui vient complètement du bas du bassin. C'était très à la mode à l'époque, enfin un peu avant. C'était un tout petit peu l'école du Royart, mais je n'avais pas fréquenté le Royart, j'avais fréquenté la marionnette. C'est-à-dire, j'ai eu le Covid depuis, malheureusement, mais ce son qui est le ah, ah, oh, 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 alors, le Covid. Le Covid m'a donné des mucosités permanentes qui font que je dois faire ce qu'il ne faut jamais faire quand on est chanteur ou marionnettiste. Excusez-moi pour le son, mais plutôt que de faire ce qui revient à vous gratter quand vous avez été piqué par un moustique, il faut faire, pour chasser le chat, il faut faire le lynx. Ça nettoie, ça lubrifie,
ça a atteint ce que les Chinois vous conseillent de faire. Ça vous fait saliver. Et les Chinois disent, bois-toi, tu as une source en toi. Alors on tire sa salive 7 fois. Et on l'avale. Et la voix est déjà plus propre. Ça, c'est un exercice que j'ai appris aux élèves. Certains en ont le souvenir, mais il faut dire qu'on s'adressait à des jeunes qui avaient 16, 17 ans, n'étaient pas très bien dans leur corps. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont planqués derrière des marionnettes, ça a été leur choix, absolument sans le vouloir, mais à cette époque-là, quand on avait choisi une école de marionnettes, c'est parce qu'on n'osait pas être acteur. On se cachait derrière la forme. Donc c'était très difficile pour eux de pratiquer ce que je leur demandais, qui était quelque chose de beaucoup plus intime, beaucoup plus physiologique. Voilà. Donc être marionnettiste, c'est quand on veut donner la voix et qu'on veut manipuler en même temps, alors là, il faut apprendre complètement de dissocier l'effort de la manipulation, quelle qu'elle soit, à l'émission de la voix. Ou alors, jouer le contraire, c'est-à-dire donner complètement à entendre au public votre engagement physique dans la difficulté d'émettre le son. Et ça, c'est aussi très intéressant, mais il faut que ce soit un choix et non pas un malgré moi. Tu as parlé du conservatoire pour la marionnette. C'était quoi cette idée de... C'était une idée que tous les élèves de théâtre, de chant et de danse pratiquent la marionnette guidée par un marionnettiste sous forme de stage ou 3 mois tous les ans, puisque ça dure 3 ans les études, et une notion, pour les danseurs, ce serait formidable, mais il y en a qui l'ont compris, sans pratiquer. À ceci près que je ne vois pas quel marionnettiste pourrait former les danseurs. Enfin, bon, c'est une autre histoire. Non, mais que les danseurs pratiquent la marionnette pour la notion de... Oui, non, mais il faudrait les initier à la marionnette. Oui. Et l'initiation, enfin, il y a une danseuse belge qui pratique ça, mais ça n'a pas été très développé, alors que la danse plus la marionnette, c'est aussi important que le théâtre plus la marionnette. D'ailleurs, moi, je voudrais simplement ajouter que nous ne sommes pas marionnettistes, nous sommes des gens de théâtre qui pratiquent la marionnette, qui utilisent cet objet primitif, parce que moi je pense que la marionnette c'est l'art premier du théâtre. On parle beaucoup d'art premier en ce moment, il y a un musée des arts premiers qui est Branly, eh bien je pense que nous sommes les détenteurs de l'art premier de la marionnette. À l'origine, il y a la marionnette, il y a l'objet, le morceau, la pierre ou le branchage saisi dans la main de l'homme ou de la femme pour conjurer les dieux, pour apaiser la tribu, pour faire une meilleure chasse, etc., etc. Mais en tout cas, il y a un sens profond et même un sens sacré dans l'utilisation de la marionnette. Je reviens aux Japonais, eux seuls ont le sens du sacré. Le plateau de la scène du théâtre No est un lieu sacré. Nous l'avons expérimenté à nos dépens. On jouait sur un plateau de théâtre No, mais on n'avait pas le droit d'y pénétrer sans chaussettes blanches. Et quand la télévision locale, la NHK, est venue nous filmer, sous les pieds de la caméra, il y avait des coussins.
Parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. On n'arpente pas un plateau comme on les arpente chez nous. C'est un lieu sacré. Il est dans un bois particulièrement choisi. Et donc, le respect pour les objets, le respect pour les masques. Par exemple, ils nous ont montré des masques du No, il fallait se mettre à genoux devant eux. Et pas les prendre comme ça, et puis les montrer. Puis... Non, c'est des objets qu'on manipule en les honorant. Parce que certains masques étaient du XIIIe ou XIVe siècle, mais pas uniquement parce que c'était des pièces anciennes. C'est parce qu'ils représentaient un esprit venu dans un théâtre No. C'est l'être qui surgit, c'est le fantôme d'un personnage, etc. Bon, voilà. Alors, pour nous, c'est important à faire, à jouer et à montrer. Voilà comment nous ne sommes pas marionnettistes. Oui, et d'ailleurs, au Théâtre No, à Tokyo, on entre, les acteurs entrent et nous entrions par la porte des morts, qui est une porte qui est à cette hauteur-là. Ça veut dire que pour rentrer en scène, il faut se faire très petit, d'une grande humilité. Et ils prétendent que il y a des acteurs qui se prennent pour des dieux, mais que chez eux, les acteurs jouent pour les dieux. C'est très différent. Et moi, en tant que femme, donc être impure, je ne pouvais pas souiller ce lieu. Donc il a fallu que je passe une audition. Un examen même. Devant les maîtres No, et qui sont allés voir Dominique après, et qui l'ont beaucoup plaint d'avoir une femme comme moi. Et qui ont accepté. C'est de l'anecdote, mais ça prouve quand même la sacralité du lieu. Ils en sont, l'église et le Théâtre No en sont à peu près au même point. Il n'y a pas encore de prêtres femmes. Il n'y a pas de femmes qui jouent le Théâtre No. Alors qu'en France, enfin, en Occident, on fait n'importe quoi, on fait jouer les femmes, enfin voilà. Du temps de Shakespeare, c'était beaucoup plus rigoureux. Les femmes ne jouaient pas. Et maintenant, oui. Bon, toute plaisanterie mise à part, je pense que on a encore beaucoup à apprendre du théâtre japonais. Et de la marionnette. Et de la marionnette. Et ça a été pour nous un guide essentiel dans tout notre travail. Est-ce que vous pensez que comme on fait du théâtre, les jeunes font du théâtre, font de la danse dès le plus jeune âge, est-ce que le fait de faire venir la marionnette tôt dans un parcours, ça peut être intéressant ou c'est quelque chose qu'on ajoute au-dessus d'un autre art? Non, on ne l'ajoute pas au-dessus d'un autre art. On découvre la marionnette et puis ensuite il faut la penser. Alors je pense que si la marionnette n'est qu'un objet de reproduction ou de tradition, eh ben ça n'a aucun intérêt. Et voilà pourquoi nous ne sommes pas tout à fait en relation avec le monde de la marionnette. Parce que rares sont les marionnettistes que nous respectons, que nous honorons, qui nous touchent vraiment. Mais enfin, il y en a. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire par rapport à ce que j'ai ma question? Je dirais que nous connaissons des êtres peu, mais qui sont marionnettistes sans le savoir. Quand on reçoit des gens chez nous, on le faisait d'ailleurs, quand on engageait des jeunes manipulateurs dans la compagnie, on les invitait à déjeuner. Et le geste et leur approche de l'objet était pour nous une espèce d'audition.
de voir quel respect et leur façon de prendre un verre, de ne pas violer l'objet, de ne pas massacrer. Les Japonais aussi ne coupent pas le poisson n'importe comment. Ils suivent il y a des protocoles qui sont simplement des choses tout à fait naturelles, de respecter la fibre. Et ça, on est tout à fait dans l'air du temps, de respecter la planète, de respecter l'autre. Il y a beaucoup à dire là-dessus, parce que quand on voit qu'on parle en ce moment de respect de la planète, de la survie de l'humanité, et qu'on voit des merveilleux spectacles au Festival d'Avignon. Mais quand on voit par exemple Mal d'Aurore, qui est un spectacle fabuleux, qui n'est pas vraiment du théâtre, mais quand on voit la dépense de caméras, la dépense énergétique que ça représente, quand je pense que le Festival d'Avignon nous demande qu'est-ce qu'on considère qu'on a dépensé comme en venant, si on est venu en vélo, si on est venu en voiture, si on est venu en train, ou en avion, qu'est-ce qu'on dépense en, je ne sais pas comment on appelle ça, en éco, bon bref, de calculer à peu près. Je leur ai répondu, vous calculez à peu près ce que vous dépensez dans Mal d'Aurore? Alors on est en complète contradiction. Dans le fond, la marionnette est un art qui tend à vouloir respecter l'autre, la matière, l'espace. Voilà, je pense que c'est en ça que c'est un art premier, qui a à la fois tout son... C'est comme les druides qui comme tu dis, prenaient des branches et faisaient des personnages avec. C'est une façon de questionner avec déférence, de questionner l'espace et de questionner le spectateur. La marionnette, c'est une question qu'on pose. Pour moi. Nous avons vu hier soir le plus grand marionnettiste qui soit, c'est Le Guilherme. Il joue un spectacle à Villeneuve-les-Avignon. Il n'est pas marionnettiste, mais il utilise des objets avec une délicatesse, une invention, une façon de le transformer en un objet signifiant. C'est-à-dire, tout d'un coup, on a l'impression qu'il nous transmet un message dans un objet qu'il a fabriqué lui-même avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de perfection, et qu'il manipule. Alors c'est d'ailleurs assez drôle, il a un travail des mains en approche de son... Voilà, il manipule ses mains avant de toucher un objet. Et puis quand il touche l'objet, il lui donne une précision de place. Il occupe l'espace. Mais mieux qu'en arrivant comme ça sur la scène et en déclamant des textes. Non, ou en brandissant une marionnette. Bon, non. Tout d'un coup, la marionnette, il élève quelque chose. Voilà. Il a à la fois le contact avec le sol, parce qu'il pratique ce que les Espagnols dans le canto jungo, au sol, c'est-à-dire qu'il trépigne. Il est donc dans la terre, et il manipule, imaginez un mikado, mais dont les barres font 5 mètres de long, ont des sections comme ça, et il en a une, il en a deux, il en a trois, et puis il y en a 4 mètres de haut, et il arrive à s'insérer à l'intérieur de cette structure d'un danger. On frôle le danger permanent, et on sent le danger, mais on n'est pas en danger.
parce qu'il manipule, il maîtrise tellement bien tout l'espace. C'est vrai, c'est un grand marionnettiste. Si on le lui disait, bon. Mais on lui dira pas, Il l'entendra peut-être. parce qu'il serait vexé. Non, si on faisait une critique, si on écrivait... Non, si on lui parlait comme ça, je crois que c'est un homme suffisamment sensible, intelligent. Il comprendrait, mais il n'est pas que marionnettiste. Il est architecte, il est inventeur, il est... Ben, je compare à Léonard de Vinci. Allez le voir si vous n'avez rien d'autre à faire. C'est Le Guillerme à Villeneuve-les-Avignon. Mais c'est un spectacle du Festival d'Avignon. Oui. Est-ce que pour vous, il y a un endroit de virtuosité de la marionnette? Vous avez parlé de précision, de maîtrise. Est-ce que le mot virtuosité, il peut convenir à la marionnette? Oui. Il peut convenir dans la manipulation, dans la qualité de la manipulation. C'est-à-dire que la marionnette doit découvrir la lenteur. On avait engagé par exemple un manipulateur, un bon manipulateur formé à Prague. Bon, bonne école, tout ce qu'on veut. Mais alors, sa manipulation, c'était une excitation permanente. Je lui ai dit, calme-toi, on a besoin de temps pour contempler, pour recevoir l'objet. Et petit à petit, c'est venu. Mais il a fallu que je tienne les rênes. Voilà. Bon, la marionnette, c'est pas de l'excitation. C'est pas de la virtuosité. Si, alors, on a expérimenté les virtuosités avec un vieux maître chinois, qui était Monsieur Li Tianlu. Dont on a des marionnettes ici. Dont on a des marionnettes et qui nous a enseigné la marionnette chinoise à Gênes. Bon. Et on lui a dit pourquoi vous les faites si petites? Parce qu'on joue pour les dieux et que les dieux ont de bons yeux. Voilà la réponse. Alors il jouait pour le public aussi, mais c'était pour les dieux. Et alors on a appris à faire le saut périlleux dans la main. Bon. On le faisait bien à l'époque. Moi, je ne tenterai plus la chose maintenant. Mais c'était tout d'un coup un objet de virtuosité, mais aussi un objet sacré que nous respections, qui avait des entrées très solennelles, qui jouait l'espace et dont la présence était essentielle. Et c'était une éthique de vie, parce que ce très vieux monsieur avait les mains qui étaient retournées comme ça, et pour tenir les têtes. Et je dois dire que il fallait le voir travailler parce que son corps, sa main n'appartenait plus à son corps. Sa main appartenait à la marionnette. L'objet et la main ne faisaient plus qu'un. C'était un gant, mais il était au service du gant. Et ce sont toujours des histoires, toujours les mêmes. Ce sont des gens qui jouent toujours la même chose, toute leur vie. Comme la messe. C'est le même texte, c'est la même chose. Mais les myriades d'étrangers qui vont voir ça en Chine ou même en France, il y en a, ne se rendent pas compte, ne sont pas initiés. Parce qu'il s'agit de s'adresser à un public initié. C'est comme au Théâtre No. En vieux japonais, les gens au Théâtre No, pas quand on jouait, mais avaient le livre et n'étaient là que pour... Et c'est toute une époque, ça, parce que pendant tant d'années, les grands peintres, les grands sculpteurs ont travaillé sur les mêmes thèmes. Toutes les époques ont travaillé. Il y en a encore, mais ça disparaît. Mais la marionnette, alors quand vous parliez du marionnette pour enfants, je trouve qu'il y a plusieurs étapes dans l'appellation et dans la vie de l'objet. C'est-à-dire que quand l'enfant est petit,
c'est un objet de transfert, c'est un objet de commencer à prendre la sensualité du toucher. Après, quand on est un peu plus grand, on aime bien faire des drôleries, des machins comme ça. Et puis après, quand on est adulte, il faut qu'on ait incorporé toutes ces phases. C'est qu'on garde l'enfance avec ce toucher et ce côté de retour dans le fœtus, hein, c'est un peu ça. Souvent on a la main, souvent c'est le gant de toilette ou un truc proche comme ça. Et on est dans le fœtus et puis après on en sort. Et il faut qu'on garde en tant que marionnettiste toutes ces étapes en soi, je trouve. Et la voix vient plus tard, la parole. J'aurais aimé que vous parliez un peu de votre rapport à l'institution et comment elle vous a soutenu, puisque vous avez vécu sur plein même de fonctionnements différents, puisque au début de la compagnie, il n'y avait pas peut-être moins de soutien à la compagnie. La compagnie a été subventionnée un peu tardivement, à mon goût, mais enfin a été subventionnée. Bon, alors d'abord une petite subvention annuelle et ensuite... En quelle année, pour avoir un peu un historique? À partir de 70 à peu près. Et elle existait depuis? Et depuis 64. D'accord. Donc c'est venu relativement vite. Bon, à l'époque on n'était pas très nombreux et j'ai fait un travail de lobbying auprès du ministère effrayant. J'avais mes petites entrées, je prenais le petit escalier à droite en entrant rue Saint-Dominique et j'allais voir la chargée du théâtre qui était devenue une copine. Enfin voilà, peut-être que maintenant ça ne peut plus se passer comme ça. Parce que maintenant le ministère prend des distances et il faut avoir des rendez-vous, etc. Alors, petit à petit, on est passé hors commission et on est devenu une compagnie reconnue, entre guillemets. Là où j'ai le plus œuvré, c'est auprès de l'AFA, enfin de l'action artistique, pour les tournées à l'étranger. Et il se trouve qu'il y avait des gens, des conseillers dans cette équipe qui avaient des idées sur la marionnette et qui ont eu la plus belle idée du monde. C'est le festival itinérant de la marionnette. On nous a envoyés en Amérique latine, il y avait plusieurs compagnies, il y avait Philippe Gentil, nous et le vélo théâtre. Bon, ça a été formidable. C'était en quelle année ça? Oh, bah, c'était dans les années... L'année de la nomination de Mitterrand. Oui, 81. 81. Oui, elle pense à la nomination de Mitterrand, parce que alors, quand on est arrivé au Paraguay, dont on parle beaucoup à propos de Mbappé, eh bien, tous les gens de l'ambassade nous ont reçus, et il y avait des gens des autres ambassades, et qui venaient nous voir en disant « C'est comment les communistes au gouvernement ?» Les rouges sont arrivés. Mais ils faisaient dans leur froc, là, c'était effrayant. On a vu à quel point ces circuits diplomatiques étaient très à droite. Et quand ils ont vu la gauche arriver, c'était la frayeur et la fin du monde. Bref, voilà. Alors on a commencé à tourner pour l'AFA et surtout ce festival itinérant de la marionnette a été un moment exceptionnel où les gens ont pu voir différents aspects, où j'avais imposé de faire partout où nous passions une rencontre avec les marionnettistes locaux. Et alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Au Pérou, il y a beaucoup de marionnettistes. Oui, alors dans la tradition espagnole de la poupée, de la petite poupée, et puis c'est tout, ça s'arrête là. Alors, Títeres, ah oui. Et alors, ils venaient de contrées très éloignées du Pérou. Et je leur ai dit, bon, il y a des vieux journaux, là on va faire une marionnette énorme.
on va représenter l'Amérique latine face aux États-Unis. Plaisir de leur part. Et on a fait une Amérique latine énorme. Et enfin, Et les États-Unis encore pire. Et alors, ils étaient tellement contents du résultat, ils ont dit on va aller à la télévision et on a présenté ça pendant les actualités. C'était extraordinaire. C'est des moments qui resteront pour notre vie exceptionnels. Des rencontres avec des gens qu'on a fait sortir de leur petite titéresse et puis de tout d'un coup exprimer un moment politique important. Alors voilà, la marionnette pour nous, ça a été un peu ça, même un peu en douce, sans trop le dire au ministère qui nous envoyait, mais on en a profité pour faire un petit peu d'action politique. Et ça nous a amené doucement à imaginer les paddocks. Alors ça, c'est quand même le point important de notre vie, c'est-à-dire c'est la marionnette qui tout d'un coup va dans la rue. Bon, c'est-à-dire que les théâtres, on les connaissait, on les avait bien fréquentés, on les avait honorés, on avait joué sur les scènes sacrées, bon, on avait fait le tour. Et tout d'un coup, aller dans la rue et aller vers ce qu'on a appelé à Villeurbanne autrefois, le non-public. Ce public qui ne va pas au théâtre. C'est dans la rue qu'on peut le toucher. Alors, si on va dans la rue, avec quoi? Une marionnette de Castelet, oui, bon, pourquoi pas, bien sûr, mais une marionnette de taille humaine, on l'a imaginé comme ça, qui représenterait tout le monde, qui serait ni homme ni femme, ni beau ni laid. Ça a été Paddocks. Ça a été une longue recherche avec un auteur, avec Alain Roussel qui a dessiné le personnage, et nous. Bon, on est arrivé à créer ce personnage, et au début il y avait 3 Paddocks, dont Jeanne, qui jouaient dans la rue ensemble. On s'est rendu compte que monter des petits sketchs, zéro, il fallait improviser avec la rue, qui a un talent exceptionnel, la rue, elle est formidable, à condition de la considérer. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu une envie de grandeur. On a fabriqué 40 paddocks identiques. Et avec les 40 paddocks, pas joués par nous les encadrions, et même moi je les faisais jouer. Bon. Alors 40 personnes du pays dans lequel on se trouvait, 3 jours de stage, et au bout de 3 jours de stage, j'avais un micro, ils avaient tous une oreillette, et je les faisais jouer ensemble. Et c'était une vraie chorégraphie. Ensemble, où je les lâchais dans la rue pour qu'ils aillent vers le public. Voilà. Alors ça a été la plus belle expérience humaine, parce qu'on l'a fait avec des détenus au Brésil et en France, et ça a été des résultats prodigieux. Jouer avec les détenus et leur donner une autre enveloppe, tout d'un coup ils ne sont plus les détenus. Et on allait dans la rue, les rues étaient bien gardées par la police pour qu'ils ne s'enfuient pas. Mais ils ont ainsi, certains ont rencontré leur famille au Brésil en paddocks. Et très curieusement, les enfants allaient vers le père tout de suite. Bon, enfin bref, on a eu des moments de bonheur extrême et on a eu l'impression de faire des choses utiles avec nos paddocks. Alors on les a joués dans le monde entier, on les a joués en Norvège, au Brésil, en Corée, etc. Enfin, on a sillonné le monde, et pour nous, on a laissé quelques traces en Norvège, entre autres, dans une école pour les jeunes immigrés qui sont bien accueillis en Norvège la plupart du temps. Il y a des écoles de formation au théâtre,
et on leur a donné 12 paddocks, ce qui correspond à au nombre d'élèves qu'il y a, pour qu'ils puissent continuer ce travail dans la rue, et on va régulièrement à Oslo pour les former, pour former la nouvelle génération. Tu as commencé à donner une piste de notre travail, c'est le travail avec les auteurs que tu as choisis en fonction des thèmes que tu voulais traiter. Oui, alors, effectivement, je vous avais dit qu'on travaillait le théâtre classique, mais aussi contemporain. Et moi, je n'ai pas cherché des auteurs qui écrivent spécifiquement pour la marionnette, parce qu'à mon avis, ça n'a pas de sens. Mais j'ai cherché des auteurs injouables. Alors, nous avons rencontré un auteur injouable, qui était Gérard Lépinois, à qui j'ai demandé des textes. Alors, je faisais le tri et je choisissais, je cherchais des perles dans un amas de textes, et j'en ai trouvé quelques-unes qui nous ont amenés doucement à créer le personnage de Paddox et à créer des spectacles d'intérieur aussi. Et puis on a rencontré un autre auteur qui est Patrick Dubos, dont on a monté certains textes qui n'étaient pas du tout écrits pour nous, mais qu'on a monté justement parce qu'ils n'étaient pas écrits pour nous et parce qu'ils avaient une valeur intrinsèque et qu'il fallait ajouter un signe à ce texte pour le faire passer. Et voilà comment on en est arrivé à jouer du théâtre contemporain. Est-ce que vous avez un regard sur l'institutionnalisation qui s'est faite de la marionnette dans les, je veux dire en passant par exemple du CNM à Théma, cette espèce de fusion avec l'UNIMA, et ensuite tout ce qui s'est fait avec les centres nationaux de la marionnette? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Pas vraiment. Si je peux dire, on s'en fout complètement. Ça n'est plus notre... Je sais que si on était encore dans la profession, ça serait essentiel pour nous. Mais on a tellement vécu des époques différentes, avec des institutions qui freinaient plutôt la création qu'autre chose, qu'on s'en est vraiment éloigné énormément. Ce que je voulais ajouter à ce que Dominique disait à propos des auteurs, c'est que on peut dire que la création d'un spectacle, depuis toujours, s'est faite comme ça. La pensée de Dominique a été d'abord un sujet qu'il voulait défendre, qui était soit un sujet d'actualité, soit un texte qu'il estimait, qu'il voulait servir, souvent un sujet politique. Une fois qu'il avait le sujet en tête, dans le corps même, il cherchait un auteur. Quand il avait trouvé l'auteur et qu'on avait le texte, la matière textuelle, on cherchait un créateur qui était le meilleur dans cette matière, dans la création de cette matière. Par exemple, Alain Roussel est arrivé, on a d'ailleurs une marionnette de lui ici, qui est une marionnette de Don Juan, qui est un des personnages de Don Juan. C'est pas drôle ça. Ah non, c'est Liébar. Oui, un autre facteur de marionnette, parce que lui travaillait l'altuglace. Et la résine. Et la résine. Et Alain Roussel, lui, travaillait aussi les matériaux comme ça. Il travaillait la mousse de polyéther, et c'est lui qui a fait les paddocks, mais il a fait énormément de choses pour nous. Il a fait tellement de spectacles que je ne peux même plus les nommer, mais c'était un espèce de quatuor, trio, entre Dominique, le facteur de marionnette, le texte, et puis l'auteur. Ces gens-là s'entendaient, ces professions-là s'entendaient, et moi j'arrivais en bout de piste au service
Et on cherchait aussi les marionnettistes qui étaient les meilleurs dans la manipulation dont on avait besoin. C'est en ça qu'on s'est beaucoup écarté des marionnettistes de l'époque, des années 58-60, qui faisaient tout. On a cherché le meilleur dans la technique dont on avait besoin. Mais par rapport à l'institution dont vous parliez tout à l'heure, alors moi j'ai été, comme je l'ai raconté tout à l'heure, président de Théma, à une époque où le ministère voulait nous empêcher de faire beaucoup de choses, et j'ai compris la tactique du ministère. La marionnette est enveloppée, est enfermée dans la marionnette. Et oui, elle est enfermée dans des institutions marionnettiques. Mais alors qu'elle devrait être partout, dans le théâtre, elle devrait être dans la danse, elle devrait être dans la musique, il faudrait qu'elle déborde. Et moi je suis absolument contre ces institutions qui ont enfermé la marionnette dans elle-même, parce qu'elle n'en sortira plus. Et alors, je vais vous raconter un petit peu la position que j'ai eue par rapport à la marionnette. J'étais administrateur à la Société des auteurs pour le théâtre de rue. Et j'ai voulu y faire entrer la marionnette. Je suis tombé sur un mépris considérable de mes collègues, qu'ils soient cinéastes, téléastes. C'était en quelle année ça? Ah bah c'était dans les années 2010 par là. Et donc je suis resté 3 ans administrateur, et à la fin, on ne peut pas se succéder à soi-même, donc j'ai voulu me succéder en tant qu'administrateur pour la marionnette. On m'a envoyé me faire foutre, oui, en me disant que il n'y a pas. Alors la marionnette, ça n'existe pas. Et donc la marionnette n'est pas à la SACD en tant que telle. Bon, c'est un problème. Alors moi je voulais faire entrer la marionnette pour qu'elle se défende au milieu des autres arts, et non pas en tant que tel petit noyau ratatiné. La marionnette, c'est un lieu d'enfermement. Et pour nous, on reste des gens de théâtre, et moi c'est en tant que metteur en scène pour la rue que j'ai pu accéder à la SACD. Mais sinon, on est lamentable avec nos marionnettes. Donc, moi je le dis et je le redis, nous ne sommes pas marionnettistes, nous utilisons des marionnettes à des fins théâtrales, comme on peut l'utiliser à des fins chorégraphiques ou musicales. Enfin, tous les arts peuvent s'exprimer par la marionnette. Mais la marionnette, c'est plus une pensée qu'un métier enfermé. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Donc, c'est pour ça que Jeanne dit on s'en fout, mais on s'en fout pas. Moi, je suis triste pour les marionnettistes. Je leur ai écrit, et puis voilà. Ils se démerdent avec. Tu as gagné quand même un progrès énorme à la SACD. Tu as réussi à faire admettre que on peut et on doit soutenir les projets écrits pour la rue. Et ce n'était pas le cas. Un auteur qui écrit pour la rue il n'y avait pas de suite. Il y a un dispositif. Pas de droit d'auteur. Et là maintenant, c'est gagné. C'est un énorme pas. Mais je me suis bagarré avec les marionnettistes pour qu'ils déposent leurs textes, des textes pour la marionnette. Mais rien n'est arrivé dans la bibliothèque de la SACD. Bon, ben, s'ils veulent crever, qu'ils crèvent, les artistes, comme dirait l'autre. Et pourquoi les arts de la rue ou le théâtre de rue, il a suivi un autre chemin? Il se trouve qu'il est vigoureux, le théâtre de rue. Il va prendre de la place. Je dis il est vigoureux, et en même temps, les mairies ont tendance maintenant à l'enfermer. C'est-à-dire que Châlons, Aurillac, les maires sont plutôt des maires de droite,
et ils font tout pour bloquer les choses, interdire des choses. Alors le théâtre de rue ne va pas très bien en ce moment. Oui, mais il va aller bien parce que... Mais il ira bien, oui, parce que je pense qu'on aura besoin d'un vrai théâtre militant pour remplacer le théâtre subventionné qui va disparaître. Alors ça, il va y avoir un grand coup de balai donné par, par la droite triomphante dans quelque temps, et puis par ces bandits qui n'auront pas de bracelet. Et donc je pense que tout d'un coup la vie culturelle va changer et les artistes vont s'exprimer directement avec le public. D'ailleurs, le théâtre de rue est très respectueux de la planète. On joue sans éclairage, on joue un corps nu comme ça, on n'a pas besoin de technique. C'est très important. À tel point que, politiquement, il y a une lutte énorme en ce moment. La droite, l'extrême droite, envoie des agitateurs pour bousiller le festival d'Aurillac. À tel point que le maire d'Avignon, qui vient d'être nommé, qui n'a jamais fichu les pieds au théâtre, au festival, sauf cette année parce que la ministre est venue, alors il s'est senti obligé, subventionne et va faire venir, et ils sont déjà venus, des troupes de théâtre genre Puy du Fou. Il y a des préparations dans l'île de la Barthelasse de chevaliers, avec des chevaux, avec des harnais, des choses dorées, des somptuosités qui sont, tout ça, subventionné par M. Sterrin, qui est un des milliardaires les plus immenses de la France et qui subventionne tout ce qui est de l'extrême droite. Alors, on a vu l'année dernière, nous avons fait une manif pour la Palestine devant la mairie, et a suivi tout d'un coup, on était ahuris après le festival d'Avignon, les corporations des viticulteurs avec des costumes comme on en avait au 19e, très beaux. Ensuite sont venues les corporations de ceci, des corporations de cela, et puis ensuite on a vu, je saute des étapes, mais on a vu les aînés, on a vu des Jeanne d'Arc splendides, on a vu des chevaliers en armure, on a vu des combats, on a vu des beautés, on a vu toute l'histoire de France, la vraie histoire de France, défendue par ces gens qui s'appellent, comment ça s'appelle, c'est la Rose Rouge. Oui. La Rose Rouge. Et la rose, tout court. Vous verrez petit à petit fleurir des festivals comme ça, qui vont petit à petit essayer de remplacer les festivals de rue, qui sont des gauchos. Et ça va être remplacé. Je ne dis pas que c'est laid, c'est splendide, ce sont des reconstitutions par des gens qui ont des moyens immenses et des histoires, ils savent leur histoire par cœur, ils ont leur notion d'histoire et ils en montrent cet aspect-là. Et le bon peuple, parce que je huais ce cortège, mais c'était immense, ça durait une demi-heure. Je huais ce cortège. Et un monsieur devant moi m'a dit « Vous aimez mieux les conneries de la Palestine, là ?» J'ai dit « Oui, monsieur. J'aime mieux l'actualité. J'aime mieux qu'on me parle de ce qui se passe en ce moment que de ce qui se passait avant. Parce qu'on a fait la révolution. Mais aller faire comprendre ça à une masse de pensée qui a l'argent en main. » Est-ce que vous avez une idée du rôle du théâtre dans la société ? Oui. Non seulement on a une idée, mais c'est une idée qui est battue en ce moment, qui a du mal à se défendre. C'est une idée à la fois d'éducation, mais aussi de transmission de la pensée haute
la pensée individuelle, c'est la transmission de la liberté. Nous, on a beaucoup travaillé sur des auteurs, genre Fourier, c'est-à-dire des gens qui sont des utopistes. Giordano Bruno, qu'on vient de jouer, et qui n'était pas un utopiste, mais Si, c'était un utopiste à sa façon. Enfin, à l'époque, c'était de l'utopie que de dire la Terre tourne autour du Soleil. Même il fallait fermer sa gueule quand on était un moine dominicain de Naples. Il n'avait pas le droit, alors il a dû partir et puis ensuite se faire brûler sur la Piazza del Fiori à Rome. Voilà le triste sort du dernier spectacle que nous ayons monté. non, pas de spectacle n'a pas eu un triste sort. On l'a joué à la Chartreuse et puis voilà. C'était comme ça, histoire de se bagarrer. Bon. Mais alors, je pense que le théâtre peut encore dire des choses, mais va le dire de moins en moins dans les théâtres. Parce qu'il va être bâillonné. Ça commence très violemment. Et vous voyez comment le futur à 10, 20, 30? Ah bah dans la rue à 10, et puis après, je sais pas. Au chapeau. Au chapeau. Non, il va y avoir ce moment de transition où le théâtre va patauger sans moyens et que seuls les gens qui peuvent se passer de moyens vont survivre. Et grâce à ça, ça va un petit peu éliminer tous ceux qui, comme Gosselin, ont besoin de moyens monstrueux pour occuper la cour du Palais des Papes. Moi, j'ai vu des tréteaux dans la cour du Palais des Papes et dessus, Villard jouait l'avare avec des acteurs prodigieux autour de lui. Bon, mais il n'y avait aucun moyen, c'était un tréteau nu. Et Villard en avare, et quelques acteurs qui ont été fort reconnus ensuite. Il y avait pas, bon, peut-être non, je ne sais plus en tout cas. Il y avait Noiret, enfin, Oui. Voilà, tout ça c'était en 62. Gérard Philippe, Non, Cazares, non plus, pas encore. Non, pas dans la Var. Ah non, tu parles que de là-bas. Et je parle du répertoire de, Ah oui, de Gérard, de Villard. Et une chose, vous parlez des papes, c'est un peu hors sujet, mais le micro, quand même, a sa place, même dans le théâtre de marionnettes. Moi, j'étais assez contre, en tout cas dans la cour d'honneur, depuis qu'il n'y a plus de micro, depuis qu'il y a des micros, les comédiens jouent comme au cinéma. C'est-à-dire qu'Isabelle Huppert, elle joue comme ça, mais j'avais pris ça comme ça, puis j'avais laissé ça comme ça. C'est-à-dire que son corps reste là, et nos corps à nous sont complètement isolés du sien. Et s'il n'y a pas de corps à corps au théâtre, il n'y a pas de théâtre. Voilà, donc ça a commencé à, si je peux dire, à très mal se passer. Et alors maintenant, vous n'avez pas vu Mal d'Aurore. C'est-à-dire qu'il y a des comédiens remarquables en scène, mais qui nous tournent le dos, qui sont dans des pièces à part. Ils sont filmés sur scène. Et ils sont filmés. Et c'est reproduit immédiatement sur un écran. Donc on regarde le film. Et on voit l'émotion d'une comédienne qui est tellement émue. Un talent fou pour jouer dans des conditions comme ça. Tellement émue de ce qui se passe, de ce qu'elle vit, que on voit ses larmes, on voit son émotion, mais on le voit sur un écran. Elle nous tourne le dos, on ne la voit pas, et même le public monte. Le public monte sur la scène, on voit le public, et ça dure 5 heures. On a loupé la fin volontairement. Non, on a loupé une profondeur. Enfin, le dernier acte. Voilà. Et est-ce que vous avez quelque chose que vous avez envie de dire, de partager? Donc on a dit beaucoup de choses là. Est-ce qu'il y avait quelque chose auquel vous teniez, que vous avez envie de dire? Il y a une chose dont on n'a pas parlé, tu l'as abordé, mais c'est
l'écriture de Gérard Lépinois, qui a commencé bien avant d'ailleurs. Dominique a lu un texte de lui qui s'appelait « Chignol, perds pas tes bas ni affront ». Le texte a amusé Dominique, le titre, et on a voulu faire connaissance de Gérard Lépinois. Alors il est venu passer des vacances dans notre maison en Touraine, dans laquelle il y avait des travaux. Et Dominique lui a dit, et si tu écrivais un texte avec uniquement, pour les matériaux qu'on a là... Non, non, il n'écrivait pas pour des matériaux, il écrivait, tout court. Et je lui ai dit, je vais le jouer avec les matériaux que j'ai là. Alors il y avait des pots de fleurs, il y avait du sable, il y avait des baguettes, il y avait du bois, mais rien quoi. Et j'en ai fait un spectacle qui s'appelle la petite physique des 4 éléments. Et on jouait avec l'eau, le feu, la terre, etc. Et puis voilà. Petit Jean. Et ben ce spectacle, je l'ai joué énormément et dans des lieux impossibles, improbables en tout cas. Et c'est peut-être un des plus forts spectacles que j'ai joué. Alors ensuite, Alain Roussel m'a construit un Castelet comme un petit temple japonais. Ben, naturellement. Et puis voilà. Et bon. Et ben c'est un peu l'avenir du théâtre que nous pressentons. C'est-à-dire, on joue avec ce qu'on a, avec ce qu'on trouve. On joue avec les éléments naturels de la vie. Et tout d'un coup, le théâtre reprend sa valeur d'art premier. Alors c'est revenir à l'art premier pour réinventer le théâtre dans une société qui a besoin de se réinventer. Et voilà, nous sommes les inventeurs du futur. Alors nous, on va vous dire bientôt adieu, mais non, vous allez continuer. Eh bien, merci. Est-ce que vous avez quelque chose encore? Est-ce que vous souhaiteriez voir quelques objets, quelques marionnettes que nous avons? Eh ben, pour l'entretien, on va arrêter l'entretien, mais après, oui. Nous, vous pourrez les filmer. On pourrait les filmer et les mettre à la fin. Oui, bon, enfin, vous montrer les... Si, on a des marionnettes de Monsieur Lee, de Maître Lee, des Gaines de l'époque, qui vous a légué. On a parlé de Padox et des prisonniers. On l'a joué à Fresnes aussi, avec des prisonniers de Fresnes qui sont sortis et on a fait un spectacle avec eux. Mais on a joué au Brésil, et Dominique vous en a parlé, et on a des vestiges, on a des souvenirs, des objets qui nous ont été donnés et faits par les prisonniers. Alors je pense que ça, dans le cadre de Padox, ils ne sont pas à la Bibliothèque nationale, vous ne pourrez pas les voir, donc c'est pour ça qu'il faut peut-être vous les montrer maintenant. Très bien. Mais je vais... Il y en a un ici. Ah. Pour nous, c'est essentiel. Vous avez arrêté le... Non, j'ai pas encore arrêté, mais je vais arrêter. Alors voilà un Je vais aller petit chercher. On va Padox. finir avec le petit Padox. Un petit Padox fait par un détenu brésilien. C'est une reproduction assez exacte Attention, parce qu'il a fait ce Padox en plomb, avec le plomb de son lavabo. en fondant le plomb de son lavabo. Et il a écrit son nom, Padox Don Hilton, en s'excusant, me le donnant, en me disant « Jeanne, je te demande pardon, j'ai pas eu le temps de lui faire un slip. » Vous voulez bien le prendre? Je vais le montrer. C'est bon poids, hein. Voilà, comme ça il nous dira. Eh bien, Jeanne et Dominique, merci beaucoup pour cet entretien. Les marionnettistes font comme ça. Les programmatrices font comme ça. Les chargés de diff font comme ça.